Merci beaucoup. Je suis donc à la fois heureux et honoré donc d'ouvrir ces états généraux de l'enfant, heureux d'apporter ma modeste contribution à ce débat qui agite notre pays. Et le prêtre salésien de Don Bosco que je suis se réjouit de voir que l'Église à laquelle il appartient a contribué à la naissance, à la diffusion de ce débat. Mais veillons toujours à ce que l'enseignement de l'Église ne soit jamais interprété sous le mode de directive, mais sous le mode d'une lumière permettant d'éclairer la conscience de chacun. Heureux et honoré, car je sais que je n'ai pas toutes les compétences de tous les experts qui se succéderont à cette tribune. Je développerai simplement le point de vue d'un éducateur, point de vue destiné à être confronté à bien d'autres points de vue. Et puisqu'il me semble que la spécificité du discours de l'éducateur réside dans l'articulation avec son champ de pratique, permettez-moi juste deux mots en guise de brève introduction, deux mots de présentation de cette association Le Val d'Occo que je dirige depuis sa fondation. Et c'est de cette expérience menée au Val d'Occo que je tirerai ces illustrations qui émailleront mon propos. Le Val d'Occo est né en 1995 sur la dalle d'Argenteuil, un quartier un peu emblématique de la banlieue parisienne qui avait été traumatisé par la violence des émeutes urbaines du début des années 90. Association née de la rencontre entre un collectif d'habitants inquiets pour le devenir de leurs enfants dans ce quartier traumatisé par la violence, et des Salésiens de Don Bosco désireux de réexpérimenter le modèle de leur fondateur dans la réalité contemporaine de la banlieue d'aujourd'hui. Alors Argenteuil, le Val d'Occo, ce sont des équipes d'éducateurs de rue qui vont à la rencontre des jeunes de 4 grands quartiers sensibles de l'agglomération. C'est aussi un centre d'accueil de jour qui accueille des adolescents qui ont décroché de l'école, ainsi que cet institut de formation professionnelle à la médiation sociale, puisque j'ai beaucoup travaillé au début des années 90 à la diffusion de ce nouvel modèle d'intervention que l'on appelle celui des agents de médiation sociale. Et c'est en 2005 que le Val d'Occo a ouvert une antenne sur Lyon, où je réside aujourd'hui. Et à Lyon, le Val d'Occo, ce sont des équipes de prévention qui œuvrent sur 2 quartiers de Lyon intramuros, dans le 5e, la cité Jeannin, la cité Genet, et 2 quartiers de Vaux-en-Velin, proche d'ici. C'est un atelier chantier d'insertion, petite structure d'insertion paralléconomique pour des jeunes et des jeunes adultes en grande difficulté. Et c'est un foyer d'adolescents en difficulté, foyer conventionné, avec l'aide sociale à l'enfance du département et habilité par le ministère de la Justice, foyer qui accueille des adolescents âgés de 13 à 18 ans, confiés par les magistrats, soit au titre de la protection de l'enfance en danger, soit au titre de ce que nous appelons l'ordonnance de 45, c'est-à-dire la réponse au comportement marqué par la délinquance. Foyer qui accueille des jeunes qui le plus souvent ont été exclus de leur précédent lieu de placement et dont les comportements sont le plus souvent marqués par une difficulté à maîtriser leur violence. Mon propos de ce matin s'appuiera sur 2 observations, une réflexion et 3 convictions. Je partirai de 2 observations tirées de ma propre pratique. La première, il me semble qu'il est important de toujours la garder en mémoire. C'est l'accompagnement de jeunes adolescents qui, à l'âge de 16, 17 ans, se découvrent homosexuels, vivent souvent une situation de profond mal-être. Nous savons que le suicide des jeunes homosexuels est 5 fois plus important que le suicide des jeunes hétérosexuels. Adolescents souvent condamnés au silence, n'osant parler à leurs parents, par peur de les décevoir, n'osant parler à leurs copains, par peur d'être ridiculisés sur la cour de récréation du collège ou du lycée. Si je place en premier cette observation, c'est que je ne voudrais en aucune manière que mes propos puissent être utilisés pour renforcer la détresse ou la souffrance
de ces adolescents et qu'il me semble que dans notre société française, nous devons continuer à lutter contre cette discrimination dont souffrent certains de nos frères, marqués par cette orientation sexuelle qu'ils n'ont pas choisie, et combien il est important que dans ce débat qui nous préoccupe aujourd'hui, n'existe aucune dérive qui pourrait renforcer la souffrance de ces jeunes que je côtoie au quotidien. Deuxième observation, là encore tirée de ma pratique, c'est que lorsque j'observe tous ces adolescents confiés par les magistrats à mon foyer et qui comptent parmi ceux qui sont le plus en difficulté dans notre département et dont les conduites sont souvent marquées par une hyperdélinquance, la première caractéristique commune à tous ces adolescents, c'est l'absence du père. Des pères soit physiquement absents, ou bien des pères, même s'ils sont physiquement présents, qui ne sont pas crédibles aux yeux de leurs propres enfants. Perte de crédibilité liée parfois à un alcoolisme profond, liée parfois à une marginalisation extrême. Puis témoigner, en tout cas, de la difficulté de ces adolescents à se construire sans avoir dans la tête une image de père. D'autant qu'un véritable problème se pose dans notre société française d'aujourd'hui, c'est la très grande féminisation de toutes les professions qui sont consacrées à l'éducation. Il m'arrive de rencontrer des adolescents élevés par des mères seules, scolarisés dans un collège, avec une très grande majorité d'enseignantes. La figure d'autorité est Madame le principal. Ils commettent un délit. Ils passent devant Madame le juge pour enfants, qui confie une mesure de liberté surveillée à Madame l'éducatrice spécialisée. Pour certains adolescents, les seuls hommes qu'ils rencontrent, ce sont les CRS. Alors ils en ont besoin. Je les observe dans les quartiers, lorsqu'ils allument des petits feux destinés à attirer les pompiers, mais le but c'est ensuite d'attirer les CRS et de jouer à se friter avec eux. J'intervenais il y a quelque temps à l'École nationale de la police, et combien je disais à tous ces jeunes policiers en formation, n'allons pas d'emblée développer un vocabulaire autour de l'émeute, autour de la révolution, alors que bien souvent s'exprime à travers ces échauffourées, s'exprime ce besoin de ces adolescents, à un moment ou à un autre, de rencontrer un homme, tant il a complètement disparu de leur horizon. Lorsque j'ai démarré le métier d'éducateur, je travaillais auprès du tribunal pour enfants de Versailles. Et au tribunal pour enfants de Versailles, il y avait 5 juges pour enfants, il y avait 4 hommes et il y avait une femme. Aujourd'hui, je travaille près du tribunal pour enfants de Lyon. Je crois qu'il y a 11 juges pour enfants, 1 homme et 10 femmes. Juste un petit signe de cette évolution. En une vingtaine d'années, on parle beaucoup de parité dans le monde politique. On a bien raison, car il me semble que cette parité est signe d'équilibre. Combien il me semblerait important aujourd'hui que cette question de la parité dans le monde éducatif soit posée dans notre pays, car tous nos enfants, tous nos adolescents ont besoin d'être accompagnés sur leur itinéraire de croissance par un homme et par une femme. Alors j'en viens à la réflexion qui étaye ce propos, c'est ce rôle complémentaire dans l'éducation du père et de la mère. Il manque souvent, à tous ces adolescents que je côtoie, une image paternelle cohérente. Il manque souvent la possibilité d'accéder à la symbolique paternelle pour réaménager leur narcissisme. L'absence ou la dévalorisation de l'image du père de notre société est source de violence. On renvoie l'ouvrage que j'ai écrit sur la violence des jeunes et je mets cette violence en parallèle
avec cet effacement du rôle du père dans notre société. Pour le garçon, comme pour la fille, le manque de père, qu'il soit absent, qu'il ne soit pas assez présent, ou ne prenne pas ses responsabilités, ou qu'il reste un éternel adolescent, peut engendrer un manque de confiance en soi, des incertitudes, des absences de repères. Certains auteurs, comme Jacques Arène, pensent que le manque de père est plus préjudiciable au garçon qu'à la fille, surtout au moment de l'adolescence. En effet, le futur adulte se construit en s'identifiant aux parents du même sexe. Il est nécessaire au garçon de trouver une présence masculine pour se comparer, se jauger, avoir accès à sa propre agressivité et en trouver les limites. De plus, ce jeune adolescent a besoin de vivre une mutation essentielle pour sortir du monde des femmes. Dans cette véritable initiation, la présence, même corporelle et physique du père, peut s'avérer importante. Si le garçon ne trouve pas sa masculinité à travers son père, par l'imposition de paroles et d'interdits, par le jeu corporel, il risque par contraste d'avoir peur de cette agressivité qui est en lui et de redouter l'univers féminin. Dès la petite enfance, le père constitue en quelque sorte un rempart contre la prison maternelle. Je cite ici Tony Anatrella. Et il est vrai qu'au démarrage, la relation du petit enfant avec la mère est une relation excessivement fusionnelle. Et le petit enfant projette toujours sur la mère cette image de toute puissance maternelle. S'il me fallait résumer en une phrase une encyclopédie de psychanalyse sur le rôle du père et de la mère en éducation, je dirais que le père, c'est celui qui dit à l'enfant « ta mère n'est pas à toi, elle est à moi ». Et par cette présence, par cette parole, il oblige l'enfant de se distancier du monde de ses origines. Parce que lorsque c'est la mère qui dit la loi, très souvent le petit enfant, séduit par cette toute-puissance maternelle, va obéir pour faire plaisir. L'idée, c'est toujours du faire plaisir. Alors que c'est le père, et lorsque je parle du père, je parle de la fonction symbolique du père, peut-être le compagnon, en tout cas la personne de l'autre sexe qui, en disant la loi, témoigne de cette extériorité de la loi. Le père qui n'a pas mis au monde l'enfant n'est pas perçu tout puissant. Pour faire intégrer les limites aux enfants, il doit non seulement jouer la fonction symbolique de père en disant la loi, mais aussi être écouté. Et il ne le sera que s'il est nommé père et donc valorisé par la mère, en consentant à se présenter comme quelqu'un qui écoute le père. La maman entre alors dans cette fonction de mère. En lui donnant l'autorité, elle signifie à l'enfant qu'elle n'est pas toute puissante, puisqu'elle manque et qu'elle a besoin de quelqu'un. Mais donc combien il me paraît véritablement essentiel, dans cette construction de l'enfant, qu'il puisse être accompagné par ce père et par cette mère. Dans tout ce débat qui agite aujourd'hui notre société, j'étais terriblement marqué, peut-être vous l'avez vu à la télévision, par cette intervention d'Henri Guénaud. Henri Guénaud qui nous raconte qu'il a été élevé dans le contexte de la précaire par une mère seule et par sa grand-mère, qui témoigne de tout l'amour dont il a été le bénéficiaire, et qui raconte que sur le chemin de l'école ou sur la cour de récréation, il n'hésitait pas à casser la gueule à ses copains qui disaient qu'ils n'avaient pas de famille, qu'ils ne supportaient pas. On parle de sa maman et de sa grand-mère comme n'étant pas une vraie famille, et il affirmait avec force qu'il n'a manqué de rien dans cette vraie famille capable de l'aider à devenir ce qu'il est. Mais il concluait en disant « Mais sachez quand même que la blessure de ne pas connaître son père reste toujours indélébile chez le jeune garçon. » Lorsque nous parlons de cette nécessité pour l'enfant d'être éduqué par un père et par une mère, nous ne remettons pas en cause capacité d'amour qui peut être déployée dans un couple homosexuel. Nous ne remettons pas en cause le fait que des couples homosexuels puissent aimer, puissent accompagner l'enfant, mais nous
remettons un peu en cause le fait de vouloir banaliser cette absence de l'un ou de l'autre. Il me semble que ce rôle complémentaire du père et de la mère me paraît être indispensable dans l'éducation de l'enfant. Alors on peut ensuite suppléer, mères célibataires vont s'appuyer sur telle figure paternelle, mais n'allons pas, me semble-t-il, dans le sens que j'entends parfois aujourd'hui d'une banalisation outrancière et dans le sens d'aller faire croire aux enfants qu'être élevé par un homme, une femme, par deux femmes, par deux hommes, cela signifierait la même chose. Alors, sur la base de ces deux observations et dans le droit fil de cette réflexion, je voudrais partager avec vous 3 convictions. La première, c'est cette conviction que la différence est toujours source d'enrichissement. La différence homme-femme, la différence père-mère. Nous sommes dans une société qui aurait tendance à vouloir effacer, gommer les différences. Lorsque je rencontre des étudiants, je leur dis souvent, imaginez que vous formiez un groupe d'étudiants, que vous ayez exactement les mêmes goûts musicaux, les mêmes goûts littéraires, les mêmes goûts cinématographiques, que vous partagez exactement les mêmes opinions sur le plan politique, que vous soyez habités exactement par les mêmes convictions religieuses, eh bien vous allez vous ennuyer. Que va être votre vie de groupe? Ce qui donne du piment à cette vie de groupe, ce seront ces différences qui vont s'exprimer. Le fait pour l'un de faire découvrir à l'autre une musique qu'il ne connaissait pas, le fait pour l'un d'introduire quelques doutes dans les certitudes idéologiques de l'autre à partir d'un point de vue différent. Ayons bien conscience que la différence est source d'enrichissement. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans le climat de cette société moderne, nous avons cette tendance à vouloir gommer cette différence. Lorsque j'interviens, il m'arrive souvent d'intervenir auprès de parents d'élèves sur les évolutions générées par le développement d'Internet, des réseaux sociaux. Je dis que, au-delà de la très grande richesse d'accès au savoir, le lycéen d'aujourd'hui, dans sa chambre, a accès à la plus grande bibliothèque de la ville. Grâce à Facebook, il peut rester en lien avec des copains qu'il a découverts lors de son voyage humanitaire. Mais le risque, c'est toujours cette volonté d'annihiler la différence. Ce qui est dramatique sur Internet, c'est que l'avis de l'expert qui a bossé 5 ans sur le dossier a la même importance que l'avis de l'homme de la rue qui a été interrogé au hasard sur un trottoir. Et puis, et c'est parfois le grand risque de Facebook, c'est que cette différence entre l'intime, le privé, le public est complètement estompée. Combien il m'arrive, face à des adolescents qui pianotent devant l'ordinateur, de leur dire « Mais tu es sûr que ce que tu écris sur ta page Facebook, tu es capable demain de le crier sur la cour de récréation du collège ou du lycée ?» Non, attends, si tu n'es pas sûr de pouvoir le crier, peut-être effectivement, il faut que tu te censures un petit peu. Car le drame de tous ces ados, c'est d'être face à un outil qui efface l'intime, le privé, le public. Il y a des frontières, il y a une différence. Alors, autant effectivement, on le voit bien dans toutes ces questions de mariage, il ne s'agit pas de remettre en cause le droit à aimer, la capacité d'aimer, qui est aussi forte chez la personne homosexuelle que la personne hétérosexuelle, mais de se dire qu'il y a une différence entre le privé et le public, et sans doute de remettre un petit peu en cause dans notre société ce primat de l'affectif sur l'institutionnel. Vous savez, c'est ce qui caractérise un petit peu l'évolution de la famille. Participer, il n'y a pas si longtemps, à la fête des 50 ans de mariage de mes parents, je veux dire que leur génération, il y avait un peu un primat de l'institutionnel sur l'affectif, parce qu'en 50 ans, l'affectif, il a des hauts et des bas. Mais lorsque l'affectif était un peu en creux de vague, on se raccrochait à la force du lien. Aujourd'hui, mais il est vrai que l'Église a été aussi dans cette évolution. On a ce primat de l'affectif sur l'institutionnel. Du moment qu'on s'aime, tout est possible.
Eh bien, peut-être pas. Ceci est vrai dans le domaine du privé. Mais dans le domaine du public, dans la vie sociétale, peut-être est-il important que l'on puisse être habité par cette conviction que la différence est source d'enrichissement, que comportements homosexuels, comportements hétérosexuels n'ont pas la même valeur du point de vue de l'éthique, tout en maintenant que la personne homosexuelle doit avoir la même dignité que la personne hétérosexuelle. Vous savez que le fondement de l'enseignement moral de l'Église, c'est toujours de différencier la personne de ses actes et de ne jamais réduire une personne à ses comportements. Donc, première conviction, la différence est source d'enrichissement. Deuxième conviction, il nous faut, bien sûr, militer pour le droit à l'égalité lorsque l'on est sur le registre du droit. Et il nous faut dénoncer cette tendance, parfois, qui me semble être une erreur de raisonnement, que cette bagarre pour l'égalité des droits aille dans le sens d'un gommage des différences. Battons-nous pour l'égalité des droits hommes-femmes. Et nous savons que notre société a encore du chemin à faire, en particulier dans le monde de l'entreprise, pour que le même travail puisse bénéficier de la même rémunération et de la même considération. Mais se battre pour l'égalité des droits hommes-femmes ne doit pas nous entraîner sur cette pente qui consisterait à ne plus considérer la différence homme-femme. Battons-nous, je crois, pour effectivement une égalité du droit, d'un point de vue juridique, de toutes les personnes, quelle que puisse être leur orientation sexuelle. Et moi, personnellement, je ne serais pas opposé, effectivement, que fort de l'expérience qui est nôtre, on puisse renforcer le Pacs et développer un statut d'union civile permettant effectivement une garantie des droits de ces personnes homosexuelles, qu'elles puissent bénéficier d'un même arsenal juridique permettant une sécurisation de leur couple. Mais là où la confusion, c'est quand on prend le mot mariage. Parce que, quelque part, c'est faire comme si c'était pareil. Alors je pense qu'on pourrait, c'est la thèse de certains hommes politiques, se battre pour un statut d'union civile qui, du point de vue du droit juridique des personnes, ait les mêmes garanties que... Mais méfions-nous de... C'est le discours que je tenais à des jeunes, parce que beaucoup de jeunes ont du mal à comprendre la position de l'Église, qui juge un peu comme rétrograde. Mais voilà, la revendication que j'entends, moi, chez beaucoup, c'est une revendication en termes de droit. Alors, essayons d'y répondre de la manière la plus astucieuse, mais que cette revendication d'égalité des droits n'aille pas dans le sens d'une banalisation de la différence et de dire on va prendre le même nom, qu'on choisit le même mot, c'est qu'effectivement, on a envie de parler de réalités qui seraient similaires. Mais non, la réalité d'un couple homosexuel, ce n'est pas la réalité d'un couple hétérosexuel. Donc ma deuxième conviction, c'est soyons présents sur les terrains du combat pour le droit, pour l'égalité, mais n'allons pas dans cette dérive où ce combat pour l'égalité des droits irait sur un gommage de la différence. Et enfin, troisième conviction, qui est largement partagée en termes de droit, c'est que le droit de l'enfant passe toujours avant le droit à l'enfant. On ne peut pas inventer un droit à l'enfant. On peut parler de droit au logement, on ne peut pas parler de droit à l'enfant. Ce serait effectivement considérer l'enfant non plus comme ce don qu'il doit toujours représenter. Alors, je me réjouis, notre Église, c'est la fête de Saint Jean Bosco ce week-end, et on reprendra cet épisode où Jésus place l'enfant au centre. C'était une véritable révolution. Vous savez, les disciples qui veulent écarter les enfants parce que ça fait du bruit, ça gêne, et Jésus qui place au centre. Place au centre. Et qui, à tous ces adultes qui veulent se présenter comme des modèles, dit, mais attention, regardez bien, cet enfant, il a aussi des choses à vous apprendre. Placez le droit de l'enfant au centre de notre réflexion, au centre de notre positionnement dans ce débat. Et il me semble que ce droit de l'enfant, avoir un père, avoir une mère, me paraît faire partie de ces droits fondamentaux. Alors bien sûr, la réalité de la vie fera que parfois, il pourra y avoir absence. On verra comment
exercer une fonction de suppléance, dont mon métier d'éducateur spécialisé exerce cette fonction de suppléance, jamais on ne remplace, on supplée. Mais il ne s'agit pas que des situations exceptionnelles soient celles qui donnent naissance à la normalisation générée par la loi. Il va être temps de conclure, puisque mon temps de parole est en voie de s'achever. Conclurai en disant combien j'entends aujourd'hui de personnes, de concitoyens, un peu effarés par les comportements qu'ils observent. Certains jeunes, un jeune de 12 ans faisait encore la une avant-hier de la presse nationale, ce caïd de Limoges, et combien j'entends de mes concitoyens dire de ces jeunes « Ah, c'est pas possible, la jeunesse d'aujourd'hui, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de limites. » Mais qui doit transmettre les repères? C'est bien nous, les adultes. Qui doit transmettre les limites? C'est bien nous, les adultes. Dire de ces enfants, de ces adolescents que je côtoie, c'est scandaleux, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de limites, c'est faire le constat de la faillite, de la manière qui a été nôtre de les accompagner. Alors combien il me paraît véritablement étonnant, voire même aujourd'hui désarçonnant, de voir une société continuellement dans le registre de la plainte vis-à-vis de ces jeunes qui ont plus de repères, plus de limites, et cette même société prête à gommer le repère essentiel à mes yeux que constitue celui de la différence sexuée, de la différence homme-femme, de la différence père-mère. Merci de votre attention.